D'ici, nous allons chez le chef de canton, voilà, au préau du chef de canton. Le mausolée est un lieu indiqué pour le pèlerinage, la fortification spirituelle et le tourisme religieux. Ce préau doit aujourd'hui recevoir une cérémonie solennelle et toute la famille, toute la population de Sarala est réunie pour pouvoir assister à cette cérémonie. Vous constatez que les gens sont en train de rentrer dans le préau et alors doit se tenir d'un instant à l'autre la cérémonie pour l'occasion. Et de l'autre côté, doit se trouver le chef de canton et sa suite qui vont faire leur entrée maintenant dans le préau pour le début de la cérémonie. Ça ne fait que commencer. Le reste, c'est pour tout à l'heure. Sarala signifie prosaïquement là où on est à l'aise. C'est la déformation, c'est la traduction littérale en français du mot Sarala, c'est-à-dire l'endroit où on est à l'aise. Vous allez donc y découvrir une population accueillante, hospitalière, mosaïque. Vous allez trouver un relief attrayant, plat. Vous allez trouver des sites touristiques pittoresques. Vous allez trouver la vie à Sarala, une jeunesse vivante, des femmes au travail. Sarala, c'est une cité donc accueillante en un mot. Je vais vous laisser découvrir Sarala dans cette mosaïque, dans cette diversité. Djamanatigi Togo, où le préau du chef canton Blielou de Sarala est la salle d'audience du chef. C'est là que se réglaient toutes les affaires litigieuses du canton. Le préau sert par ailleurs de lieu de repos au chef. À ce symbole de la chefferie traditionnelle, il faut ajouter la queue d'éléphant qui servait de convocation du chef canton à ses administrés. Ce préau est l'un des symboles de la chefferie traditionnelle. Le tout premier fut construit sous le règne de Mesro Kanaté, qui fut le premier chef de canton. Et sous l'effet du temps, ce préau fut détruit. Un deuxième fut construit sous le règne du deuxième chef de canton, qui était le fils du premier, Falikou Kanaté. Et c'est Falikou a tiré sa révérence le 4 septembre 1967. Et cela a coïncidé avec la perte de vitesse au sein de l'administration coloniale de la chefferie traditionnelle. Donc la chefferie traditionnelle étant tombée en désuétude, le deuxième préau est tombé sous les effets du temps. Mais aujourd'hui, le gouvernement a revalorisé la chefferie traditionnelle en leur accordant une place de choix dans le règlement des litiges et dans le système même d'administration générale. Ainsi, il nous a été demandé de faire renaître, n'est-ce pas, le préau qui est le premier symbole de la chefferie traditionnelle. Vous constaterez qu'aujourd'hui, ce préau est en construction, les travaux ne sont pas encore achevés. Avec le temps, nous allons terminer ce préau-là. En fait, c'est le troisième préau que nous venons de connaître, qui coïncide avec le quatrième chef de canton, qui est aujourd'hui Karamoro Kanaté, ici assis. Ce préau connaît toujours une architecture identique. La forme circulaire, toujours surmontée d'un toit conique. C'est toujours dans le cadre de la préservation des valeurs culturelles et traditionnelles. C'est le lieu où se retrouve, n'est-ce pas, le chef de canton pour régler tous les problèmes sociaux, politiques du canton. Donc, cela veut dire que c'est un pan de l'histoire de Sarala. Dans cette société traditionnelle, nous ne connaissions pas l'écriture et en tout et pour tout, il fallait envoyer quelqu'un
à celui qui est mis en cause pour lui remettre cette queue de l'éléphant, cela signifie qu'il doit se présenter d'urgence. C'est le chef de canton. Cette queue d'éléphant ne doit jamais dormir avec celui qui est incriminé, celui qui est convoqué. Même s'il le reçoit la queue à minuit ou bien à 1h du matin, obligation lui est faite de venir d'abord répondre à l'appel pour qu'on lui signifie le chef d'accusation et à partir de cet instant, on lui donne encore une autre date où le procès doit avoir lieu. Et cette audience a toujours eu lieu ici, dans ce préau-là. Donc, l'aspect culturel, c'est la valeur même de la queue de l'éléphant et la manière dont les litiges sont tranchés. En ce moment-là, on ne connaissait pas ce que c'est que la prison. On procède au jugement, ici, devant tout le monde, et quand vous n'avez pas raison, il y a une sentence qui est dite, et la sentence s'exprime en coups de fouet. Et le nombre de coups de fouet varie selon la gravité de la faute que vous avez commise. Ça part de 50, 100, 150, selon la gravité du problème. Et ça, c'est très authentique, c'est très original. Aujourd'hui, cette pratique a disparu au profit des emprisonnements, etc. etc. Donc, c'est l'aspect touristique que nous voulons relever. La scène se passe dans un village aussi, c'est le même village Madina, où une femme avait été promise en mariage à un individu qu'elle n'aimait pas. Entre-temps, elle avait fait son choix qui avait porté sur un autre homme du même village. Alors, l'oncle qui avait proposé sa nièce au gars de son choix s'est senti lésé et est venu porter plainte auprès du chef de canton, en son temps, Falikou Kanaté. Alors, le chef les a convoqués et la famille du promis et l'autre qui avait pris effectivement la femme se sont retrouvés ici. Jugement fait, l'ordre avait été intimé à la femme d'accepter celui qu'on lui avait proposé. Et son refus se faisant persister, on a dû la coucher ici. Mais elle a été d'abord frappée sous les yeux de tous les notables par son oncle, sans aucune intervention. On l'a couchée là, à peu près 60 coups de fouet. Et j'ai entendu le chef de canton dire ce jour que pour le moment, ce n'est pas nous qui t'avons frappé, mais ça, c'est l'œuvre d'abord de ton oncle. Cela veut dire qu'il y a la correction de son oncle, mais il y a aussi ce que la chefferie va lui infliger comme sentence. Mais sur ça, on constate que finalement, ne sentant plus d'autres forces, elle était obligée d'accepter le mari que la famille lui avait proposé. Généralement, quand on doit procéder à un jugement, l'élément qui ne doit pas manquer, c'est ce fouet. Parce que c'est celui-là qui va contribuer à donner la sentence. Et généralement, il est déposé au milieu du cercle comme ça, pour dire que si tu ne fais pas bien, voici ce qui t'attend. Et alors, au terme du jugement, si tu es condamné, on te fait coucher. Au milieu de tout le monde, hein. Viens. On te fait coucher comme celui-là. Et il y a quelqu'un qui est désigné par le chef de canton. Il y avait quelqu'un qui était désigné, qui avait cette spécialité, qui prenait le fouet, n'est-ce pas? Gay, viens. Et on lui donne l'ordre de commencer, on lui donne un nombre. Commence. Voilà. À la digi. Voilà. Nous invitons les frères et sœurs de la communauté internationale, les hommes de la diaspora, à venir ici pour montrer aux touristes, n'est-ce pas, que la société traditionnelle africaine a préservé des méthodes traditionnelles très appropriées pour le règlement des litiges. Et ces méthodes ont cours aujourd'hui et ça donne de très bons résultats. Donc il faut chercher à les fréquenter. J'espère que vous avez aimé, mais ce n'est pas encore fini. Eh bien, nous vous entraînons à Madina. Madina est située à 5 km après Sarala. Et là-bas, vous allez découvrir une glissade, mais une glissade naturelle à l'état originel.
l'histoire des 4 grands cailloux. Et puis c'est pas fini. Là-bas aussi, vous verrez un grand arbre qui a une histoire, mais une histoire mystérieuse. Nous sommes à Médina, 5 km après Sarala. Les cases de ce village retiennent notre attention par leur beauté, leur originalité. Un village coloré où il fait bon vivre. Au cœur de Médina, nous découvrons un espace nommé Amadou, dominé par un capoquier mystérieux aux vertus incommensurables, nous dit-on. Ici a été enterré un érudit de ce nom. On lui a donné le nom de cette place. Donc c'est un lieu saint. Pour avoir accès à un lieu saint, on enlève toujours les chaussures. Ce capoquier a des histoires extraordinaires. Le village, avant même que nos parents viennent s'installer dans ce lieu, là, ce capoquier déjà existait. C'est-à-dire c'est un capoquier qui est plus vieux des milliers d'années que même le village. Donc c'est un capoquier particulièrement saint et un capoquier mystérieux. Expressement que vous touchez à ce capoquier, c'est-à-dire vous blessez ce capoquier, tous les enfants du village vont avoir des plaies sur le corps. Et comment pour faire pour soigner ces plaies? On est obligé de revenir avec un collat blanc, venir donner au man. C'est le soin, ça c'est le soin des plaies. Même les racines que vous voyez, nous voyons qu'ici c'est la propriété, c'est tout à fait propre. Et quand les herbes poussent, les gens viennent souvent pour nettoyer tout. Et pendant le nettoyage, si la daba touche une racine, les enfants vont avoir des plaies sur le corps. Donc quand on vient ici pour nettoyer, nos parents font très attention pour ne pas blesser cet arbre. Ensuite, ce capoquier, lorsque une de ses branches fraîches tombe, ça, c'est une mauvaise nouvelle que cela annonce. C'est-à-dire que dans la zone de Sarala, la sous-préfecture de Sarala, il y aura dans les jours à venir un célèbre homme qui va tomber. Ensuite, lorsque il y a pénurie de pluie, on fait venir les fillettes. Elles apportent des seaux d'eau, elles viennent mouiller tout autour de l'arbre. Les jours qui suivent, généralement la pluie vient. Les gens viennent souvent sur cette tombe qui est juste derrière nous, sur cette tombe-là, parce que c'est un érudit, il était un grand sachant du Coran. Venez sur la tombe pour qu'il intercède entre eux et Dieu pour ce qu'ils désirent dans la vie. À l'entrée du village se trouve un dôme granitique. Il comporte un versant abrupt qui sert d'aire de jeu aux enfants. Il y a 3 particularités sur cette grotte plane-là. Son nom, c'est Kawaba. Kawaba, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la pierre, comme elle est plane, on dit la pierre large. Donc le sommet est large parce qu'il n'y a pas de sommet. C'est pourquoi on dit Kawaba. Et qu'est-ce qu'on trouve sur Kawaba? Là où je suis arrêté, avant, c'était une pente très prononcée. Les enfants venaient là pour jouer à partir de ce sommet, descendre sur une pierre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Cette partie qui était une plante très prononcée est en train de monter, venir être au même niveau que vraiment la grotte. Bon, on ne sait pas pour quelle raison. Et c'est ici un peu la particularité de cela. Quand nous étions jeunes, c'est ici qu'on venait jouer. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ce jeu parce que la pente n'est plus prononcée. Mais par contre, de l'autre côté, cette grotte plane-là a un versant où il y a des pentes prononcées. Donc nous allons aller de l'autre côté pour faire voir et puis même faire, comme on appelle, la démonstration. Ici, les enfants viennent jouer. Ils se mettent là. Il est assis pour nous faire la démonstration. Et il va glisser pour aller en bas de la grotte. C'est ça le jeu. C'est ça le jeu.
Voilà comment il avance. Vraiment, c'était un jeu très prisé par les enfants. Et depuis la nuit des temps jusqu'à ce jour. On le fait assis, on peut le faire encore aplati. Ce jeu s'appelle Kawaso ou le jeu du cheval de pierre. Pour faciliter la glissade, on a un morceau de pierre. Et le morceau de pierre au-dessus, nous mettons, comme on appelle, les fruits du riz. Ce morceau de pierre permet, c'est comme ça le pneu, qui permet de faire facilement la glissade. Donc voici les deux objets que nous utilisons pour faire la glissade. Le premier agent maire a décidé de passer à l'action. Donc après ici, nous allons aller de l'autre côté pour découvrir d'autres merveilles. En ce lieu, on découvre aussi 4 fragments de pierre et un arbre au cœur du dôme sous lequel ont lieu des rites d'invocation des mânes du village. Nous sommes arrivés à un autre lieu aussi qui est une merveille, comme la plante glissante. Vous voyez que nous sommes assis sous des morceaux de pierre. Ces 4 morceaux de pierre formaient une seule boule. Le nommé Dorjo, venant de Sarala, avec son ami dans ce village qu'on appelle Ben Nyanko. Un jour, ils sont arrivés, ils ont voulu déplacer la pierre. Et lui et son ami ont discuté. Il a dit que lui seul peut prendre cette boule de pierre-là. Ben Nyanko lui a demandé, si tu prends la boule de pierre, je te donnerai 5 francs. Et tu vas emporter cette boule de pierre jusqu'à chez moi. Il dit, bon, essayons. Après la discussion, Dorjo a pris la boule de pierre. Il a soulevé la boule de pierre jusqu'à ce niveau, donc une force herculienne. Et son ami Ben Nyanko lui a dit, non, je sais que tu es capable de le faire, mais laisse tomber la pierre. Il a laissé tomber la pierre, donc la pierre a atterri sur la grotte et s'est fendue en 4 morceaux. Voici ces 4 morceaux que nous vous présentons. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis. Si on nous disait de prendre au moins un morceau, ce serait impossible. Tous ces membres réunis. Et ça, c'est le travail d'une seule personne à l'époque. Donc, c'est ce qui fait la particularité de cette place, vraiment qui nous coûte cher. Vraiment, les touristes peuvent venir voir exactement ce que c'est. Parce que cette force-là, nous ne l'avons pas aujourd'hui. Cette force herculéenne, on les voit à travers les films. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc, vraiment, c'est extraordinaire. Nous invitons les touristes du monde entier à venir voir, à venir vivre la réalité. Nous allons toujours continuer pour découvrir autre chose vraiment sur cette grotte. Le pique-nique y est agréable. Un endroit touristique et de recherche botanique. Nous sommes au pied d'un baobab, un baobab centenaire. Ce baobab a une histoire pour le village de Madina. Et quelle est l'histoire? Chaque année, on organise une cérémonie dans ce village. Chaque année, on demande à toutes les familles de ce village qu'on appelle Madina de faire un repas qu'ils doivent apporter devant le chef du village dans sa cour, en même temps chef du village et chef terrien. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Lorsque tous les plats sont réunis ensemble, on procède à un partage. Un côté pour les hommes qui se consomment directement devant la maison du chef de village. Et la deuxième partie consacrée aux femmes, les femmes l'emportent jusqu'au pied de ce baobab que vous voyez derrière nous pour venir faire le festin. Après le festin, elle retourne au village en chantant. À la sortie de la forêt,
on les accueille avec le tam-tam. Et puis la fête continue pendant toute la journée. Mais avant la cérémonie, les propriétaires terriens sont obligés de se référer au man, c'est juste derrière nous, au man pour demander la bénédiction, pour demander leur protection, pour demander même leur clémence, parce qu'on viole un peu leur intimité. Donc voilà, succinctivement décrit ce qui se passe ici. Et c'est une rituel, bon, c'est une coutume. Et puis les prières suivent, la prière pour demander à Dieu l'abondance, hein, l'abondance dans le village, au niveau agricole, au niveau financier, au niveau de la santé. Si par hasard, quelqu'un venait à couper une branche de ces baobabs, vraiment, et que les vieux ne sont pas au courant, pour intervenir rapidement pour conjurer le sort, ça à votre dépend. Le Kronigbe ou la roche aux grandes merveilles. C'est sûr que certains habitants de Sarala ne savent même pas où est situé le Kronigbe. Qu'il soit à Sarala ou à Abidjan, ou même hors de la Côte d'Ivoire. On va à la découverte du Kronigbe. Après avoir consulté le carnet de bord, nous mettons le cap sur le village de Sirio à la découverte du Kronigbe ou la blanche colline granitique. Nous allons nous rapprocher davantage pour voir quelles sont les merveilles de cette colline. Donc, suivez-nous. La réserve de bonheur pour un bon safari, le meilleur safari, le safari. Constituée de mégalithes, ces morceaux de roche, cette colline est un bel endroit pour les amoureux d'alpinisme et de tourisme archéologique. Vraiment, c'est fatigant. Nous avons marché pendant des minutes, des minutes. Tout le monde est fatigué. Finalement, nous sommes au sommet. L'un des plus hauts sommets de la sous-préfecture de Sarala. Cette colline s'appelle Kronigbe. On ne nous a pas donné d'autres explications. On a demandé à nos aînés. Ils disent vraiment, eux, avant nous, ils n'ont pas reçu d'autres explications. Kronigbe, ce que ça veut dire. Ce qui est sûr, Kronigbe, c'est une montagne blanche. Un chef-d'œuvre divin. Et vous voyez comment l'installation des différents morceaux de cailloux, vraiment, si ce n'est pas celui du Seigneur, personne ne peut le décrire comme ça. C'est indescriptible. Beaucoup sont ceux qui ignorent l'existence de cette colline. Et c'est pour cela que nous invitons les filles de la région à venir découvrir cette colline, ainsi que tous ceux qui sont de l'extérieur, vraiment pour l'archéologie touristique. Par son élégance et son mirador, elle jette un regard panoramique sur la végétation luxuriante qui s'épanouit à ses pieds. Sa position au cœur de la savane arborée est une providence pour la méditation. La plage de Belleville, le Mont Corbeau et la grande savane. Pour le tourisme historique, eh bien, Sarala vous réserve beaucoup de surprises. Quand vous attendez Sekeneya, quand vous attendez Gbetbouni, eh bien, c'est des endroits où notre intrépide, notre révolutionnaire Sambori Touré a essuyé des échecs sanglants.
Gbetoubouni est une forêt-galerie isolée dans une clairière. Dans cette forêt, l'un des lieutenants de l'intrépide chef de guerre, l'Almani Samori Touré, a été rattrapé et décapité par les guerriers kanatés. Nous arrivons sur un autre site qu'on appelle Gbetoubouni. Dans l'explication, les parents nous disent que Gbetoubouni veut dire la forêt au milieu d'une grande clairière. Les autres nous disent c'est la forêt dans laquelle il y a eu une course-poursuite entre des soldats. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ici à Gbetoubouni, dans cette forêt qui nous paraît un peu mystérieuse? En effet, lorsque Samori, l'Almami Touré, le sanguinaire, a décidé d'attaquer Sarala, tout temps d'attaquer ces braves soldats de Sarala, il allait se réfugier à Kani. Et à partir de Kani, il envoyait des expéditions dans les différents villages périphériques de Sarala, attaquer les villageois, faire des razzias. C'est ainsi qu'un jour, celui qui était aux commandes de Sarala s'appelait Karamoko Kanaté, Simaoro, a demandé donc à ses soldats qu'il fallait arrêter les exactions sur sa population. Alors, les soldats sont préparés et un jour, au cours d'une de ces expéditions des Sofa sur le territoire ennemi, ils tombent dans une embuscade et s'ensuit vraiment un affrontement tellement impitoyable que le responsable, on peut le dire le général, qui conduisait ces troupes en ce moment précis, était dépassé, était dérouté. Il a demandé à ses compagnons de battre retraite. Cela n'a pas suffi. Pire, lui-même a pris la fuite. C'est ainsi que les soldats de Sarala, conduits par un certain Bamissa Vleni, qui veut dire Bamissa rouge, d'autres disent Bamissa Djougouni, Bamissa le méchant, l'ont pris en chasse avec 4 de ces éléments. Et la course s'est arrêtée ici. Ils l'ont rattrapé là. Malgré ses supplications, on lui a enlevé la tête. Et qu'est-ce qu'on a fait avec cette tête-là? La tête a été ramenée au village pour être déposée devant Karamoko Kanaté, qui était aux commandes de tout le canton de Sarala à cette période-là. Donc voici, en gros, ce qui s'est passé ici. Cette forêt très sacrée, ça montre. C'est un pan de l'air de bravoure de Kanaté Soumaoro que Samori est passé là et qu'on a reçu à attraper un de ses généraux. Nous l'avons tué. La forêt est à la disposition de tous ceux qui font des études historiques pour avoir d'autres informations plus larges. Nous sommes à leur disposition. La forêt garde encore sa virginité et reste interdite à tout genre de culture. Elle renferme des essences rares et se prête à la recherche botanique. Un endroit éminemment historique et touristique.